Vendredi 8 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h, le sommaire. Depuis la reprise des classes, le non-respect du port de masque s'observe par endroits. Responsables à divers niveaux appellent au respect des gestes barrières en vue de limiter les risques de propagation de la COVID-19. Victoire des écureuils du Bénin face à l'équipe de la Tanzanie ce jeudi avec un score de 1-0, le récit du match de cette édition. Et puis en Chine, plus précisément dans l'un des districts, des dispositions ont été prises pour soulager les familles pauvres et éradiquer la pauvreté. Les précisions sont à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Au nombre des mesures barrières face à la COVID-19 figure le port du masque en milieu scolaire. Cette option n'est pas toujours respectée dans certains établissements après la reprise effective des classes ce 20 septembre 2021. À cet effet, des acteurs du secteur éducatif appellent à l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement. Plus de précisions dans ce reportage signé Diane-Christelle Onodje. Des apprenants en nombre excessif sans mesure de distanciation. Tout porte à croire que dans cet établissement, l'appel au respect strict des gestes barrières liés à la COVID-19 semble être négligé ou oublié. Des écoliers et élèves dans certains établissements parcourus se côtoient sans aucun port obligatoire de masque. Pour les petits enfants, nous allons dire que ça les étouffe. Ça, c'est pour les petits enfants. Maintenant, pour les grands enfants, nous essayons de leur demander de le porter. Rares sont ceux qui le portent parce que dans le milieu toffin, le moyen aussi n'y est pas, quoi. Pourtant, dans le cadre de la riposte contre la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire et dans le souci de préserver la santé des enseignants, écoliers, élèves et étudiants, le gouvernement a invité les responsables des écoles et établissements à veiller scrupuleusement à l'application des mesures barrières. La pandémie est encore présente. Elle est même revenue en force. Et au conseil des profs, on a sensibilisé les enseignants. Aujourd'hui, il y a le respect des gestes barrières. Il faut que les enfants portent leur cache-nez. Ce n'est pas facile, ils ont tendance à l'enlever à tout moment, mais les enseignants doivent nous aider à les sensibiliser. Les DLM, les dispositifs de lavage main qui jonchent la cour, sont disposés un peu partout. En dehors de cela, nous avons, comme vous le voyez là, du gel désinfectant que nous avons mis à la disposition des professeurs. Et nous demandons aux apprenants de respecter un peu la mesure de distanciation. Un élève à chaque bout du banc. Et nous disons et nous répétons au micro à chaque instant d'éviter les attroupements pour empêcher la propagation du coronavirus. Conscients donc de l'enjeu, les chefs d'établissement en qualité de repère pour les apprenants essaye vaille que vaille de faire passer le message. Un message qui semble recevoir un écho favorable. Ils nous ont donné des cache-nez, ils nous ont dit de porter ça, de nous laver les mains régulièrement, de se laver les mains avant de manger, de regarder nos manger et de porter nos cache-nez tous les jours. Les cache-nez sont obligatoires avant l'entrée du collège. En ce qui concerne la protection par rapport au Covid-19, vous voyez l'ambiance dans la salle, les enfants sont disposés comme cela se doit. Pour la maladie qui est au cours, nous voulons que nous tous ne soyons pas contaminés par le Covid-19, mais portons nos masques et aussi respectons les gestes barrières. Si dans les établissements publics, l'appel aux gestes barrières semble être mitigé, qu'en est-il alors des établissements privés? Nous prenons les dispositions avec les masques. Les enfants aussi, on leur dit de porter des masques. Quand vous rentrez dans les classes, vous allez constater que tous, ils ont porté les masques. Ce n'est que par là
Mais vous savez, je demande aussi à tout le monde d'aller faire les vaccinations, puisque moi j'en ai fait. Le coronavirus, une pandémie à ne point négliger en milieu scolaire. Obligation stricte aux gestes barrières et à la vaccination est de mise. Le Bénin sort victorieux de la première manche de sa double confrontation face à la Tanzanie à Dar es Salaam sur un score de 1-0, but signé Steve Mounier. Ce match s'inscrit dans le cadre du deuxième tour des matchs éliminatoires pour le Mondial Qatar 2022. Suivez le reçu de Stanislas Samoa. Games and Benin focus on trying to beat that one with an absolute stoater. A screaming goal from Steve Mounier. C'est sur ce but marqué à la 71e minute de jeu que l'attaquant Steve Mounier a scellé le sort de la rencontre. Une précieuse victoire, 3 points arrachés à l'extérieur par les poulets de Michel Dussuet dans cette double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Dans cette manche allée qui a démarré à 14h, heure du Bénin, les deux équipes se sont d'abord séparées dos à dos à la pause. Du retour des vestiaires, les écureuils ont d'ailleurs eu la chance, après un sauvetage du capitaine Khaled Adenon, d'un but qui filait tout droit dans les filets de Saturnin à Lagbé. Avec cette réalisation, le Bénin prend ainsi une sérieuse option pour la suite en attendant la manche retour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le samedi 9 octobre prochain. Depuis 2019, les députés ont voté à l'unanimité une loi sur le bail à usage d'habitation. Qu'en est-il des relations entre propriétaires, locataires et agents immobiliers? Les tests sont-ils toujours respectés? La réponse dans ce magazine de Aziza Achamon et Edouard Capot. Cela fait plusieurs années déjà, après vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qu'il est fait désormais obligation aux propriétaires de recevoir une caution de 3 mois minimum auprès des locataires pour une location d'habitation. À Cotonou, comme dans les autres grandes villes du Bénin, bien malin qui pourra confirmer ou infirmer cette assertion. Vraiment, c'est respecté. Mais des fois, il y a des propriétaires qui disent que ce n'est pas l'État qui les a construit la maison, que les matériaux de construction coûtent cher. Mais nous, les démarcheurs, on arrive à madouer ça avec les propriétaires et les clients. Du tour fait au niveau de certaines agences immobilières, les témoignages hors caméra nous révèlent que la plupart sont en phase avec la nouvelle loi sur le bail, mais dans le rang des démarcheurs, l'accès à une location requiert bien de conditions. La première condition, c'est les frais de visite. D'habitude, nous prenons 1000 francs. Mais il y a d'autres, quand ils n'en ont pas, on fait avec. Et même sans ces frais-là, on leur montre. En tout cas, ça dépend de ce qu'ils veulent. Bon, après ça, quand on leur trouve la chambre, avant, on avait 1 mois à prendre chez eux. Mais avec la nouvelle loi, on prend la moitié. Si on prend l'exemple, ils prennent la maison à tel montant par mois, le mensuel là, divisé par 2, on nous attribue. Les propriétaires exigent 1 mois d'avance sur loyer. Donc ça fait probablement 4 mois. Si les locataires payaient les 3 mois sur celui-là, ce qui se passe, c'est que quand ils sont en difficulté et qu'ils bouffent 1 des 3, donc ça reste 2 mois, qui ne suffit pas pour les préavis que l'État exige que ça soit forcément 3 mois. Dans la location d'une habitation, les relations entre locataires et propriétaires sont parfois tendues. Là intervient le rôle moteur que joue le démarcheur. Quand tu leur poses tes critères, que tu vas prendre 1 mois, ils te refusent ça catégoriquement. Ils te disent qu'ils vont payer la moitié. Il y a des gens qui te donnent les 1 mois. Il y a des gens qui disent qu'ils vont négocier et on s'entend. Au niveau de l'avance, il y a des gens qui disent que c'est 3 mois de caution qu'ils vont payer. Et bon, les propriétaires aussi, il y a des gens qui arrivent à le comprendre. Il y a des gens qui leur demandent de payer, en plus des cautions de 3 mois, un prépayé. Ce qui fait 4 mois, plus la caution d'électricité et l'eau. Vraiment, il y a des locataires qui se plaignent, mais on arrive à négocier, soit ils paient la caution
Et quand ils vont rentrer, ils vont commencer par payer le loyer. De l'avis des citoyens interrogés, le respect des thèses régissant le bail implique plusieurs aspects. Moi, à mon niveau, là, quand moi j'avais loué, là, j'avais payé plus que 6 mois. J'avais fait 1 an de loyer. Tu vois? Mais avec la nouvelle loi qui est sortie maintenant, là, il est en train d'appliquer ça. C'est les 3 mois. Maintenant, si tu négocies avec le démarcheur, ça c'est entre vous. Le propriétaire, là, lui, prend les 3 mois. Maintenant, le problème qui se pose là, si le loyer est à 50 000, lui, il va prendre 50 000. Des fois, ils vont dire, si le client dit qu'il va payer 30 000, il y a certains démarcheurs qui refusent. Et là, les démarcheurs, dès qu'ils te voient, il va te dire, tu es d'accord à me payer 1 mois. Si tu n'es pas d'accord, il ne va pas t'amener là-bas. La location de nos jours est nettement moins contraignante qu'auparavant. Il fallait débourser 6 à 8 mois pour avoir où habiter. Le propriétaire, 3 mois d'avance, tandis que le démarcheur prend 1 mois. 3 mois d'avance avant d'intégrer une location au Bénin, le principe est bien connu de tous. Les démarcheurs appellent les clients à leur faire confiance. Beaucoup de clients remercient l'État pour cette loi qui a été votée, qui d'ailleurs les a arrangés parce que beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour louer. Mais comme c'est venu en 3 mois maintenant, ça les arrange. Mais là, des propriétaires qui disent que si c'est les boutiques ou bien les magasins ou bien les bureaux là, qui vont prendre 6 mois. Face aux démarcheurs, il ne doit pas avoir de crainte parce que quand le démarcheur gonfle le taux, il ne pourra pas faire son affaire. Quand le locataire est satisfait, c'est ça qui nourrit le démarcheur. Je vais demander aux gens d'avoir confiance en nous, démarcheurs. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour leur satisfaction. Et eux, ils sont aussi les nôtres. On dit le client est roi, ils sont nos rois, ils sont nos parents. Un tour au Nigeria où les enlèvements dans les écoles affectent l'éducation. Plusieurs parents d'élèves ont retiré leurs enfants de l'école et les experts appellent à une prise de mesures urgentes. Nous vous invitons à suivre ce reportage. Falmata Ousmane vit maintenant à Abuja avec sa famille après son départ de l'État de Borno l'année dernière. Elle dit qu'ils ont dû échapper aux enlèvements et à la terreur. Notre ville était attaquée, les maisons incendiées et nous ne pouvions pas rester. Alors mon mari et moi avons dû retirer nos enfants de l'école et nous nous sommes précipités ici à Abuja pour nous mettre en sécurité. Tout le monde n'a pas réussi à échapper à cette vague d'insécurité comme Falmata. Depuis décembre, environ 1000 étudiants du nord du Nigeria ont été kidnappés. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture affirme que les enlèvements dans les écoles ont augmenté. L'UNESCO évalue à 348 le nombre d'étudiants enlevés lors d'attaques récentes après que plus de 100 étudiants ont été enlevés dans l'état de Kaduna au début du mois. C'est quelque chose qui doit être traité comme une urgence de sécurité nationale. Ce doit être une guerre totale, une opération militaire chirurgicale concise avec une précision clinique pour éliminer les bergers criminels de nos communautés, villes et villages et les décimer autant que possible. Sécuriser nos frontières autant que possible, renforcer la sécurité aux frontières et s'assurer que nous ne voyons pas d'afflux ou de personnes à la frontière. En 2014, l'ONU a lancé une initiative pour la sécurité des écoles au Nigeria après que près de 300 écolières ont été kidnappées dans l'état de Borno. Le programme était axé sur la promotion de zones sûres pour l'éducation, la reconstruction d'écoles et le renforcement de la présence des agents de sécurité. Il impliquait des enseignants, des parents, des policiers et des dirigeants des communautés touchées. Cependant, le programme a été interrompu après l'entrée en fonction d'une nouvelle administration en 2015. Le nord du Nigeria est classé depuis le début des années 70 comme une région défavorisée sur le plan éducatif, nécessitant certaines formes d'action positive pour favoriser un meilleur accès à l'éducation pour les enfants du nord du Nigeria. Ainsi, avec cette dernière attaque contre les établissements d'enseignement, le nord s'enfoncera bien sûr dans la dépression de l'éducation, de telle sorte que tous les gains réalisés au cours des 50 dernières années pour sortir le nord du désavantage éducatif auront été considérablement inversés. Le président Muhammadu Buhari a condamné les attaques contre les écoles qui, selon lui, pourraient gravement toucher le secteur de l'éducation déjà en difficulté dans le pays. Ces efforts pour restaurer la sécurité doivent porter leurs fruits rapidement si des personnes comme Falmata veulent se sentir plus en sécurité dans leur communauté.
Dernier élément pour clore cette édition, l'un des districts de la Chine vient de sortir de la pauvreté. Ceci a été possible grâce aux différentes politiques mises en œuvre. Suivez le point avec nos confrères de CCTV+. Le Xinjiang a fait ses adieux à la pauvreté absolue, avec un total d'environ 3 millions de ruraux sortis de la pauvreté et les 35 districts frappés par la pauvreté retirés de la liste de la pauvreté. C'est le dernier chiffre publié par un rapport de travail du gouvernement régional au début du mois. Le rapport indique que 70% des dépenses fiscales du Xinjiang et 80% des fonds d'aide ont été consacrés à l'amélioration des moyens de subsistance des populations. Par exemple, dans le district de Shache, le gouvernement local a investi près de 20 millions de yuans pour créer un lieu d'élevage de pigeons. Élever des pigeons offre aux agriculteurs locaux un moyen de sortir de la pauvreté. Les œufs et la viande sont distribués dans tout le pays. C'est devenu une industrie importante dans le district, fournissant des emplois aux familles pauvres. Todi Gurpan, un agriculteur local, dit que les petits oiseaux lui ont apporté une grande fortune et que la vie de sa famille continue de s'améliorer. J'ai appris des techniques d'élevage et différentes méthodes de traitement. Auparavant, je gagnais 5 000 yuans par an, mais maintenant mon salaire est passé à 12 000 yuans par an. Le rapport de travail indique également que le revenu par habitant des zones rurales en 2020 a atteint plus de 14 000 yuans, avec une croissance annuelle moyenne de 8,3% au cours des 5 dernières années. De nombreux villageois du comté de Shache assurent un revenu stable en gérant leur entreprise d'élevage de pigeons avec le soutien du gouvernement local. Nous avons garanti des emplois à 75 ménages défavorisés en créant l'entreprise d'élevage de pigeons. Elle fournit un moyen de subsistance à près de 600 villageois. Chaque ménage gagne plus de 5 000 yuans en élevant des pigeons. En élevant les oiseaux comme Todi Gurpan, de nombreuses personnes volent de plus en plus haut et plus près de la destination finale, une Chine exempte de pauvreté et de difficultés extrêmes. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément réalisé par nos confrères de CCTV+, que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur le www.etelebene.com, sur la page Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube. Agréable journée à vous et merci de toujours préférer la chaîne de l'excellence pour vous informer.